Nous, on est vigilants pour pas mettre de l'IA à tort et à travers, parce que je pense que pour certaines tâches, il y a quand même besoin de savoir ce qu'il y a sous le capot. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables. Et ça, vous le savez, puisque vous avez déjà eu la bande-annonce juste avant, puisque dans cette saison, il y a une bande-annonce. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, allez, comme d'habitude, c'est parti. Comme d'habitude, sera exceptionnel parce que je suis ravi de te recevoir, Thomas, aujourd'hui au micro. L'idée, c'est que pendant 1 heure, ensemble, on va parler de digitalisation, on va parler de data, on va parler de data en temps réel, on va parler de demande client, on va parler de tous ces sujets et surtout du sujet qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, qui est le business model des cabinets, comment ça va changer, comment on peut le faire changer, comment toi tu le vois par rapport à tes clients, comment tu le vois par rapport à ton expérience. On est ensemble pour 1 heure. Le but, c'est que les personnes qui sont avec nous maintenant et qui seront avec nous à la fin de cet épisode auront appris plein de choses. Thomas Gasquez, bienvenue au micro de l'Accounting Business Club et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Alexis, merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'être là. Eh ben écoute, avec grand plaisir. L'idée, donc tu es fondateur de Finthesis. Finthesis, c'est un outil à destination des cabinets, des entreprises. Je te laisserai le présenter comme il se doit. Tu le sais qu'ici, c'est de l'invitation, donc c'est pas de la promo. Le but, c'est que en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ta vision de comment ces outils de visualisation vont permettre de transformer concrètement, dès aujourd'hui, le business model des cabinets. Voilà pourquoi tu es là et tu es très bien placé pour le faire. Thomas, je te laisse la main pour te présenter quand même. Ouais, avec plaisir. Écoute, donc Thomas Gasquez, moi j'ai 35 ans, je suis originaire de la région lyonnaise. Sur mon cursus, donc moi j'ai fait bac ES, une classe prépa, ensuite donc j'ai rejoint une école de commerce. Je me suis orienté à la base vers le marketing. Donc, tu vois, je me suis vite réorienté. L'idée, c'était que le marketing, au bout d'un moment, enfin, à l'issue de mon stage de fin d'études, je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de technicité et je voulais m'orienter vers un métier où je me dis que, en effet, je serais pas facilement remplaçable. Et donc, je me suis dit pourquoi pas la finance et au lieu de faire un master spécialisé dans une autre école de commerce, pourquoi pas passer le diplôme d'expert comptable. Et donc j'ai commencé ce cursus. Donc j'ai eu la chance parce que j'avais des équivalences DCG. Donc j'ai commencé direct au DSCG. J'ai fait DSCG et ensuite j'ai passé le DEC que j'ai obtenu il y a quelques années. Et donc j'ai fait moi une dizaine d'années dans un cabinet de comptabilité, d'audit et de conseil qui s'appelle PwC. D'abord j'ai travaillé. Pardon ? Un petit cabinet. Voilà, pas très connu. D'abord 2 ans en expertise comptable dans le secteur filiales étrangères. En fait, on travaillait pour des groupes avec des filiales à l'étranger pour compiler les comptes et pour avoir une liasse fiscale du groupe aux normes. Et ensuite, j'ai rejoint le département transactions. Donc là, c'est un département qui regroupe plusieurs services. Le service valorisation, service transaction services, M&A, restructuring. Et moi, j'étais dans ce dernier service, donc pour accompagner les entreprises en difficulté. Ok, sur le restructuring. Exactement. Ok. Et donc concrètement, on faisait des diagnostics financiers, on les aidait à voir l'origine des difficultés et puis les accompagner en amont ou pendant une procédure collective. Et donc durant cette expérience, j'ai fait mon mémoire de DEC sur le sujet utilisation des outils de BI en expertise comptable et notamment sur la suite Power BI et tous les outils qui gravitent autour.
Donc c'est bien, ça m'a permis de rédiger une centaine de pages, mais quand même il y avait la réflexion en rédigeant ce mémoire que il y avait sûrement, enfin que c'était pas la méthode la plus simple pour les cabinets d'expertise comptable de proposer du conseil à leurs clients parce que ça nécessitait beaucoup de formation, du temps de prise en main. Et on s'est dit... Tu veux dire pour la prise en main de Power BI. Exactement. Ou d'un autre outil de BI c'est ça. Au sens programmation, quoi. Exactement, parce que c'est des outils généralistes. Donc, qui dit généraliste, tu peux tout faire, mais ça nécessite du paramétrage et de la configuration, et donc des heures de formation, de prise en main de l'outil. Et je me suis dit, c'est quand même fou qu'il n'y ait pas d'outils, alors que on est dans une période où tout le monde dit que les cabinets vont se diriger vers plus de missions de conseil, d'accompagnement, et donc qui vont reposer sur des analyses financières, qu'il n'y ait pas d'outils qui permettent d'automatiser facilement ces analyses financières. Et donc, on s'est dit que ce serait bien de créer cet outil, où le principe, c'était t'importes tes données comptables. Au début, c'était via des FAQ, et t'as automatiquement ces analyses que tu peux utiliser pour les proposer à tes clients. Et donc, on décide de se lancer, on en parlera, mais on décide de se lancer fin 2021. Par chance, je trouve 2 cofondateurs, dont un cofondateur qui a une dizaine d'années d'expérience en développement informatique. Voilà. Donc indispensable quand tu lances un SaaS quand même. Voilà, c'est quand même utile. Et surtout, c'était un associé, donc voilà, on n'est pas passé par un prestataire externe qui nous aurait coûté énormément. Et puis tu gardes la maîtrise sur ta tech, ce qui est quand même assez important pour le développement après. Okay. Exactement. Et du coup, une grosse complémentarité au sein de l'équipe. Et donc pas de débat sur le partage des responsabilités. Et donc dès le début, début 2022, alors déjà on a passé pas mal d'appels, moi auprès de mon réseau d'experts comptables, de DAF externes. On a lancé un MVP, une première version du produit début 2022. On a commencé à avoir nos premiers clients en mars 2022. Après, on a eu de plus en plus de visibilité, je te la fais très vite, mais grâce au salon, au congrès, au partenariat qu'on a fait avec les premiers outils qui nous ont fait confiance et qui sont Unisoft et Penny Lane. Donc, on a eu progressivement nos premiers clients. Et après, comme tu le sais, les experts comptables, c'est une cible qui est difficile à pénétrer, mais une fois qu'ils te connaissent et qu'ils sont contents, le bouche à oreille se fait vite. Et donc, 2023, on a continué à accélérer. On a mis en place pas mal d'actions marketing commerciales. Et ce qui fait que fin 2023, on se retrouve avec environ 10 000 utilisateurs par le biais des cabinets. Et donc, il y a à peu près 300 cabinets aujourd'hui qui utilisent Finti. Ok, donc on va dire que t'as la donnée sur 10 000 sociétés que 300 cabinets peuvent exploiter avec leurs clients. Donc en gros, t'es ultra légitime et ça va vraiment pouvoir pousser sur comment ces 300 cabinets utilisent des outils de data visualisation, comment ça se concrétise et comment ça transforme le business. Déjà bravo quand même, mine de rien, parce qu'en peu de temps, c'est beau d'être entré dedans, mais du coup, il existait des outils, tu vois, de visualisation. Il y a plein de trucs de tableau de bord parce que ça fait 15 ans perso que je suis dedans et ça fait 15 ans qu'on dit qu'il faut faire du conseil. Qu'est-ce qui fait que selon toi, il y a un switch aujourd'hui sur ce type de demande? Je pense qu'il y a 2 choses. C'est peut-être le timing auquel on a lancé, fin 2021, début 2022. C'est vrai qu'on parle depuis longtemps du switch des cabinets vers plus de missions de conseil, mais il n'y avait pas encore dans l'écosystème d'outils, tu vois, une vraie transition vers des outils plus modernes qui permettent vraiment d'automatiser la comptabilité, ce qui fait qu'il n'y avait pas forcément de temps qui était suffisamment libéré pour proposer ces missions de conseil, ce qui a été le cas quand même à partir, je dirais, de 2020-2021. Et donc ces sujets sont revenus de plus en plus régulièrement sur la table. Et deuxième chose, je pense que en effet, au départ, c'était des outils comme Power BI qui étaient proposés. Il y avait des formations dispensées par l'ordre, mais en effet, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un outil qui est très complexe à prendre en main, qui nécessite de la formation. Et je pense qu'il y a beaucoup de cabinets qui se sont cassés les dents. D'ailleurs, dans les premières discussions qu'on a eues, c'était ça. Il y a des cabinets qui nous disaient qu'ils avaient essayé d'utiliser Power BI, mais la difficulté, c'est qu'ils n'arrivaient pas à le diffuser en interne. C'est-à-dire, il y avait un spécialiste dans le cabinet, et ensuite, quand tu veux que tous les collaborateurs le prennent en main, c'est très compliqué. Et le jour où ça fonctionne pas, en fait, si le spécialiste est pas là, eh ben t'es en grande difficulté. Et donc, le fait de passer par un outil généraliste, ça complexifiait la chose. Et donc, je pense qu'on est arrivé avec une offre vraiment dédiée aux experts comptables. Il n'y avait pas d'outil BI qui soit dédié aux experts comptables. Et d'ailleurs, j'insiste
peut-être sur le terme BI et non pas seulement data visualisation, tableau de bord. Parce que pour moi, la partie data visualisation, tableau de bord, c'est juste la résultante de tout ce que tu vas pouvoir faire sur Fintesis. Parce qu'au final, tu vois, des tableaux de bord, chaque outil comptable va en avoir. C'est pas trop compliqué d'avoir un tableau de bord. Je pense que la vraie plus-value de Fintesis, c'est de pouvoir facilement intégrer de l'information historique sur autant d'exercices que tu veux. Donc pour bien comprendre quels sont les leviers de ton activité. Et ensuite, facilement de pouvoir te projeter, là aussi sur le nombre d'années que tu veux. Et puis surtout, te comparer pendant l'année pour savoir où est-ce que tu en es et puis de faire des atterrissages à la fin de l'année. Donc, je pense que Fintesis, c'est plutôt une plateforme de reporting et de business intelligence plus qu'une plateforme de data visualisation. Et je pense qu'on apportait ça aussi en plus par rapport à un Power BI, où sur un Power BI, c'est adapté pour faire de la data visualisation, mais beaucoup moins pour faire des prévisions, du reporting. Et peut-être aussi pour les cabinets, c'est un petit peu plus facile de proposer cette mission-là. Tu vois, là sur la présentation bilan, il y a beaucoup de cabinets qui utilisent Fintesis, qui se mettent pendant la présentation bilan à proposer justement à leurs clients de faire des budgets et de le suivre au mois le mois. Et le reporting, je pense, c'est un vrai élément qui peut permettre aux cabinets de proposer plus de missions de conseil à leurs clients. Ouais, ce qui engendre beaucoup de choses. Le fait d'avoir plus de temps, plus de points de contact en fait, plus de rendez-vous réguliers, alors au mois le mois, au trimestre, après avoir, on y vient après sur le business model et comment on chiffre tout ça. Mais tu vois, c'est intéressant. Je vais creuser un peu la différence entre tableau de bord, business intelligence et on va parler de Power BI aussi dans l'histoire. Parce que tu vois, des sujets de tableau de bord, quand on disait qu'il fallait faire du conseil, il y a eu des outils, tu vois, si je prends, je pense que RCA, dans la gamme RCA, il doit bien y avoir un outil tableau de bord, etc. Comme c'était dans la suite RCA, tout le monde avait tableau de bord. Du coup, tout le monde s'est mis à vendre à 50 € par mois, ou une grosse partie de cabinets s'est mis à vendre à 50 € par mois des tableaux de bord envoyés par PDF, avec un effet 100% déceptif, je pense, puisque à peu près, je connais pas une personne qui a reçu un PDF de tableau de bord qui me dit, ah, putain, génial, super, j'ai reçu mon tableau de bord. Mais tu vois, ce qui m'intéresse, c'est quel est le switch aujourd'hui, en fait. Quelle est la différence entre les tableaux de bord, tu l'as un peu évoqué, c'est quoi? C'est parce que tu vas mettre beaucoup plus de granularité dans les analyses, tu mets beaucoup plus de réflexion, c'est quoi un peu les cas d'usage de la différence? Et encore une fois, je veux comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va pas s'arrêter sur un mirage aux alouettes. Ouais, exactement. En fait, on ne peut pas s'arrêter au tableau de bord. Et nous, voilà, ce qu'on dit au cabinet, c'est que tout l'enjeu, c'est de donner du conseil sur la base des analyses qui sont produites sur des outils comme Fintesis. Et donc, justement, nous, on va donner la matière pour produire ces analyses. Et donc, le fait d'avoir un reporting, comme tu disais, très granulaire, où tu as toute la donnée historique, la donnée en cours très détaillée et des budgets avec tout un tas d'hypothèses, et ben c'est beaucoup plus facile à commenter que voilà, des simples graphiques. Et après aussi, il faut que ce soit un mindset dans le cabinet. Tu vois, tu as des cabinets qui nous disent « je veux juste brancher le tableau de bord et le mettre à disposition de mon client et lui refacturer ça 10 € par mois ». En effet, on leur dit, on pense que c'est pas la bonne méthode et que ce sera déceptif parce qu'en fait, c'est pas des financiers que vous avez en face. Donc, si vous leur envoyez ça, soit ils vont pas être capables de l'interpréter, soit pire, ils vont mal l'interpréter. Donc, tout l'enjeu, c'est de structurer votre approche pour pouvoir donner du conseil sur la base de ces éléments-là. Et nous, on fait pas mal de choses pour les y aider. Justement, tu as par exemple du texte qui est préconfiguré pour expliquer les principales tendances, les variations. Donc, bien sûr, c'est de l'IA, c'est perfectible, mais ils peuvent rajouter des commentaires et s'en servir pour expliquer les analyses. Dans les reporting aussi, tu peux faire pas mal de scénarios, donc ça te permet d'apporter du contexte, des explications. Et après, tu as toute une série de travaux que tu peux faire sur Fintesis. Tu peux faire de la consolidation. Si tu as un groupe de sociétés, tu peux combiner et donc tu peux avoir une vision groupe du résultat, de la trésorerie. Et tu as plein de choses à dire sur ces aspects. On fait des analyses qui sont poussées. Tu vois, par exemple, on fait des bridges pour savoir comment t'es passé d'un résultat d'une année à un résultat d'une autre année. Ça aussi, tu peux le commenter. On fait des analyses de BFR. Et donc, on fournit toute une série d'analyses et charge à l'expert comptable d'interpréter et d'accompagner son client sur ces éléments-là. Ok, ça c'est des éléments d'analyse que vous avez pré-programmés dans Fintesis. Exactement. Ok. Sur la base de l'expérience, tu vois, on reprenait un petit peu moi ce que je faisais dans les diagnostics financiers quand je travaillais en restructuring. En fait, on décortiquait une société sur la base de tous ses états financiers. Donc tu prends son compte de résultat, tu déclines tous ses postes, tu fais la même chose avec le bilan, avec le flux de trésorerie, et pour chacun des états financiers, tu as des analyses spécifiques. Et donc on essaye de fournir tout
ça. Et ensuite, voilà, c'est à l'expert comptable de s'en servir pour fournir des analyses. Et c'est à l'expert comptable aussi de former ses collaborateurs pour qu'ils puissent fournir les mêmes analyses. Et là, justement, on est en train d'intégrer au fur et à mesure de l'IA pour que y ait des petites explications pré-générées, que ça aide aussi à la fois les experts comptables et les collaborateurs. C'est tout l'enjeu de la plateforme. J'allais y venir, tu vois, l'IA c'est quand même sur toutes les lèvres aujourd'hui. Il n'y a pas un éditeur que je reçois ici qui me dit pas qu'il y a de l'IA. En même temps, l'IA est partout dans nos vies. C'est quoi l'IA que vous mettez dedans? C'est des algos que vous développez vous? C'est branché au LLM de OpenAI? C'est quoi? Tu fais bien de faire la distinction parce que c'est vrai que on entend IA pour tout et n'importe quoi. Pour moi, en effet, il y a deux types d'IA. Il y a l'IA qui sont des algos qu'on a fait et qu'on améliore nous-mêmes. Et puis, tu as l'IA dans le domaine du machine learning, c'est-à-dire qui apprend toute seule, et notamment avec les évolutions récentes sur l'interprétation du langage naturel, et donc OpenAI et Mistral. Nous, on fait un petit peu les deux. Alors bien sûr, tu as des algorithmes qui te permettent de faire plein de choses, d'automatiser ton mapping, tes analyses. Après, sur la partie connexion, en effet, avec OpenAI, on a quelques fonctionnalités, bien sûr, en faisant attention à la confidentialité et à la sécurité des données. Mais pour l'instant, par exemple, on a deux use cases. Le premier, c'est tu vas avoir un tableau de chiffres. Et ben, tu as une petite option sur Synthesis qui va te pré-générer un texte qui t'explique les principales variations, qui te décrit en fait ce qui se passe dans les chiffres. Et donc, voilà, le collaborateur peut s'en servir pour construire son analyse et son interprétation. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on a un module business plan qui te permet pour une création d'activité donc de créer ligne par ligne ton business plan en suivant toute une série d'hypothèses. Et ben là, tu peux remplir un questionnaire en disant juste à l'IA je veux lancer mon activité dans tel secteur avec un chiffre d'affaires prévu sur la première année de temps avec X collaborateurs. Tu réponds à 5-6 questions et en fonction de ça, l'IA va te pré-remplir tout ton business plan. Tu lui dis, tu veux lancer une boulangerie, et ben l'IA va savoir quels produits tu vas vendre, pour ces produits, quelles sont les matières premières dont tu as besoin, si tu as 3 salariés, quels sont tes salariés prioritaires, et donc ça va te pré-remplir les lignes, et toi tu n'as plus qu'à redescendre le BP et à modifier ces hypothèses. Énorme, tu sais où est-ce qu'il va chercher les données ? C'est du LLM, donc en fait, voilà, c'est juste une agrégation d'un gros volume de données et sur la base de toutes ces données, il va te suggérer la meilleure réponse. C'est énorme. Tu crois qu'il peut checker un peu aussi quel est le chiffre d'affaires du MEPCON NAF sur la zone géographique dans laquelle tu peux être, etc. Ça, on a testé, il le fait pas très bien. Pour l'instant, pour ça, on est plutôt connecté, tu vois, à des plateformes type Infogreffe ou Papers qui te permettent d'aller récupérer les données de sociétés qui ont publié leurs comptes. La limite à ça, c'est que toutes les sociétés ne publient pas leurs comptes. Bien sûr. Et deuxième limite, c'est que c'est des chiffres généralement qui datent un peu de l'année précédente. T'as pas des données fraîches. Et donc pour ça, nous, on est en train de développer une sorte de data lake. C'est un mot très à la mode. J'allais te le dropper dans tous les cas. Hein. Voilà. Et donc, comme il y a de plus en plus de cabinets qui mettent leurs données sur Synthesis, de permettre à ces cabinets d'utiliser les données de leurs propres dossiers pour les comparer lorsqu'ils ont une spécificité, une spécialisation sectorielle avec d'autres dossiers en interne. Et donc, de pouvoir avoir ce comparatif propre à leur cabinet. Ok, donc tu vas créer le data lake, donc la base de données générale et anonymisée chez toi pour les cabinets. Alors, pour chaque cabinet, c'est-à-dire s'il y a un cabinet qui a 3000 dossiers, il pourra utiliser les données de ces 3000 dossiers. Mais s'il y a un autre cabinet qui a 10 dossiers, il pourra n'utiliser que les données de ces 10 dossiers. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est toi qui vas héberger le data lake de ces données pour les analyses de chaque cabinet et tu vas les cloisonner par cabinet. Exactement. Et après, on réfléchit aussi à une option qui est que si certains cabinets sont d'accord pour mutualiser les données, là, à partir du moment où on a leur accord, on pourra mutualiser et faire ces comparatifs en groupant les données. Et donc voilà. Donc sur la partie IA, il y a ces deux choses qu'on fait. Après, je pense aussi que, nous on est vigilants pour pas mettre de l'IA à tort et à travers, parce que je pense que pour certaines tâches, il y a quand même besoin de savoir ce qu'il y a sous le capot et de comprendre comment ça a été construit. Par exemple, quand tu fais des prévisions, on sait que les prévisions, dans tous les cas, c'est faux. Ce qui est important, c'est quelle hypothèse tu as pris pour construire tes prévisions. Donc, si tu envoies des prévisions à un banquier, ou un investisseur,
S'il te dit quelles sont les hypothèses que tu as prises et tu leur dis je sais pas, c'est l'IA, c'est pas une réponse satisfaisante. Ouais, terminé, merci, bonsoir. Voilà, donc limite dans ce travail-là, ce qui est plus important, c'est de définir tes hypothèses et de bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et les personnes qui lisent les prévisions, ce qu'elles veulent savoir, c'est si on touche tel levier, si tu fais plus d'activités, si t'as pas ce financement, si t'embauches 3 personnes en plus, quels vont être les impacts. Et donc, c'est pour ça, sur la partie prévision, on pense que c'est pas utile de les générer via l'IA. Par contre, on veut rajouter des petites aides à la saisie, des super assistants qui vont te dire, sur ta prévision de chiffre d'affaires, t'as prévu ça. Fais attention parce qu'en termes de saisonnalité, par rapport à l'an dernier, t'es pas exactement pareil. Et puis fais attention parce que en ce moment, il y a une crise de l'immobilier et donc tu devrais peut-être prévoir une décote. Et voilà, sur la partie prévision, on le voit plus comme ça, l'utilisation de l'IA. Ok, super intéressant. Donc ça va quand même bien te générer facilement, en tout cas les BP et j'imagine les prévis d'activité sur N+1, quoi. Ouais, donc les BP, comme tu repars de zéro, en effet, ça peut te générer une là, base. Ok, t'as une création, ça te génère sur la base. Mais après, tu vois, ce qui m'intéresse dans l'outil de Finthesis ou autre outil, c'est de te dire, dans la relation client, chaque année, tu le disais, tu vois, ça peut être au moment du rendez-vous bilan, même si le rendez-vous bilan est peut-être un peu tard, mais c'est bien de mettre le pied à l'étrier. Mais ce serait plutôt en septembre, pour les clôtures 31/12, évidemment, qu'est-ce que t'as prévu, quand est-ce qu'on se cale cette année pour dire quels va être tes objectifs de l'année prochaine, et bien, on fait un prévisionnel, un budget, on l'appelle comme on veut, quoi. Exactement, et ça fait partie des fonctionnalités qui sont très utilisées parce que tu peux créer un budget un peu en mode flash en disant je repars de mon exercice précédent où je prends la même saisonnalité, les mêmes chiffres et j'applique juste, des pourcentages de croissance, des croissances sur mon chiffre d'affaires. Je peux ensuite sur mes achats prendre un taux de marge et modéliser mes achats en fonction de ça. Sur mes salariés, je le fais en fonction du nombre de personnes. Et là, on a donné la possibilité d'importer des DSN. En fait, tout est données sociales, donc tu vas pouvoir t'en servir pour alimenter ton budget. Et donc, il y a beaucoup d'experts comptables qui s'en servent pour le rendez-vous bilan. Et comme tu dis, en décembre et non pas en mai de l'année d'après, et même en octobre ou en novembre, assez tôt, pour faire ce budget et ensuite accompagner le client au mois le mois. Ouais, et après lancer tout ça. Mais on y vient après parce que je veux pas qu'on grille les étapes du business model, mais j'espère qu'on commence à semer quand même des petits cailloux et après on mettra un peu de cas d'usage. Je vais revenir sur Power BI, tu vois, parce que c'est le même sujet que si je fais un webinaire sur ChatGPT. Je suis sûr que si je fais un webinaire sur Power BI ou un live, je vais faire de la vue, tu vois. D'une certaine manière, c'est comme les buzzwords. Tu disais data lake, on peut parler d'IA. Power BI, c'est le pareil dans la profession. Pourtant, j'ai quand même le sentiment que c'est pas vraiment adapté pour 80% des clients concrètement des cabinets. Peut-être que je me trompe, mais dans l'idée, compte tenu du tissu économique français, j'ai plutôt l'impression que c'est en grande majorité des TPE. Qu'est-ce qu'on peut dire à un expert qui va passer du temps dans les formations de Power BI? Est-ce que on peut le réorienter, toi qui as creusé à fond le sujet, sur focus peut-être sur cette partie de Power BI, peut-être fait une segmentation de ton portefeuille client si tu as un portefeuille client de qui ça peut vraiment intéresser, et comment on peut mesurer, beaucoup de questions, attention, accroche-toi, et comment en fait on peut concrètement mesurer le coût de mise en place de Power BI pour savoir si on va partir dans un sujet qui n'a pas lieu d'être, parce qu'en fait aucun client en face n'est prêt à payer une somme d'investissement de mise en place d'un Power BI. Tout à fait. En fait, c'est souvent le débat qu'on a avec des experts comptables avec lesquels on discute, qui ont essayé de mettre en place Power BI, qui ont rencontré des problématiques, ou alors qui se posent la question, est-ce que je mets en place Power BI ou Finthesis? Je pense qu'en effet, la difficulté avec Power BI, on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est un outil génial. Tu peux vraiment tout faire, mais comme tu peux tout faire, ça nécessite beaucoup de paramétrage. Et donc, oui, ça peut être adapté. Si par exemple, ton client a besoin d'un reporting où il va chercher des données très diversifiées, où tu vas devoir aller chercher dans une feuille Excel sur différentes plateformes, tu vas devoir les croiser, il a besoin d'indicateurs très spécifiques. S'il a besoin de faire des choses très complexes, ça peut être adapté. Mais comme tu le dis, il y a un coût
Alors déjà à la licence parce que c'est par utilisateur, et aussi à passer donc en termes de formation et puis ensuite de support. Parce que voilà, tu dois entretenir les analyses, et si jamais voilà ça ne fonctionne pas, ça peut être potentiellement très chronophage de trouver d'où vient l'erreur. Et donc en effet, voilà, il y a ce temps à passer, et je pense que si il y a besoin d'analyse et de tableaux de bord assez classiques sur des données financières, on a la chance d'avoir à disposition des fakes ou maintenant avec les API de pouvoir récupérer la donnée sous un format déjà structuré, parce qu'en fait Power BI et la BI en général, c'est le procédé qui permet de collecter de la donnée, de la structurer et ensuite de restituer les analyses. Et ce que fait très bien Power BI, c'est que ça te permet de collecter de la donnée brute sous différents formats et de la structurer pour la mettre sous forme de ce qu'on appelle un fichier plat, un flat file, et donc de la donnée très propre. Et donc, nous, on squeeze cette étape de collecte et de transformation du fichier en flat file parce qu'on a déjà de la donnée structurée. Donc on a de la donnée comptable où on sait exactement les données qu'on doit aller chercher. Donc si l'expert comptable a travaillé essentiellement sur de la donnée comptable, ça ne sert à rien de faire cette étape en fait de collecte et de nettoyage de la donnée. Donc c'est du temps qui est investi un petit peu inutilement. Si à l'inverse, il doit aller chercher des données qui ne sont pas de la donnée financière, qui est essentielle pour le client, et ben là, ça peut être pertinent de se lancer dans l'utilisation de Power BI. Et je pense que en effet, il y a le côté adoption aussi en interne, parce que souvent les cabinets, ce qu'ils veulent, c'est que leurs collaborateurs prennent en main aussi l'outil. Tu vois, un cabinet de 200 collaborateurs qui veut généraliser l'utilisation de tableaux de bord, tu vas pas pouvoir faire appel à des consultants pour tous tes clients. Le coût serait énorme. Tu parles d'un consultant Power BI. Exactement. Or là, avec des outils comme Fintesis, c'est relativement self-service. Tu as des formations très simples et les collaborateurs peuvent prendre la main sur l'outil et faire le support eux-mêmes si jamais il y a un problème. Donc si je récap, et du coup ça m'a sauté aux yeux quand tu l'as dit, et j'espère l'avoir bien compris, soit tu es un cabinet et ton client, tu traites sa donnée comptable financière, auquel cas, perds pas de temps avec Power BI, soit ton client, tu traites sa donnée comptable financière et en plus tu dois aller chercher d'autres sources type, du coup j'ai envie de donner des exemples mais auxquels je pense et tu peux m'aider à les compléter, CRM, ouais. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre, gestion des stocks, Google Sheet, ou des plateformes de gestion de stocks. Ouais, tu vois, j'essaie de me dire, ok, en fait c'est que tu interviens clairement sur une vision beaucoup plus globale que ta partie comptable finance. Donc déjà la question à se poser c'est est-ce que vous parlez de ces sujets avec vos clients ou pas? Et si oui, Power BI peut être une option parce qu'il y a différentes sources. Si vous êtes cantonné, et ce qui est déjà énorme, à la gestion comptable et financière, et que potentiellement vous parlez d'autres sujets mais qui ne sont pas des données que vous agrégez, alors un outil comme Fintesis ou autre outil de business intelligence basé sur la donnée financière suffira sans aller dans un truc très complexe, quoi. Exactement. Et parfois, l'objection qu'on a ici, c'est de dire la donnée comptable, je peux pas vraiment l'exploiter. Moi, je veux une donnée un petit peu plus business. Et donc, on a trouvé quand même des petites astuces progressivement pour intégrer de la donnée plus business. Déjà, quand tu intègres ta donnée comptable, tu peux la structurer différemment. Tu peux catégoriser tes comptes différemment pour aboutir à une vision qui est plus axée business. Donc, tu peux faire ta propre catégorisation. Ensuite, tu peux par exemple utiliser de l'analytique. Sur beaucoup d'outils comptables, aujourd'hui, tu peux mettre des tags analytiques pour justement segmenter ton activité de manière ad hoc et non pas seulement via les comptes comptables. Tu peux aussi importer sur Fintesis de la donnée de gestion. Donc, si tu veux apporter des volumes, des effectifs, tu peux le faire. C'est un petit peu plus manuel. C'est-à-dire que tu dois copier les lignes à partir d'Excel, mais c'est quand même possible. Par contre, en effet, si tu dois te connecter à une grosse base de données externe, c'est peut-être plus pratique de passer par Power BI. Et puis, tu peux aussi, là, c'est live depuis 2 semaines, intégrer de la donnée sociale. Parce que généralement, c'est le principal poste de coût d'une entreprise. Donc, c'est plutôt intéressant de savoir de quoi elle se constitue. Et maintenant, tu peux intégrer donc des DSN et rajouter aussi ces éléments dans tes analyses. Donc, quand même, progressivement, on rajoute la possibilité d'utiliser de la donnée autre que de la donnée pure comptable. Ok, intéressant. Super intéressant. Putain, je suis content parce que au moins, voilà, si quelqu'un veut encore se lancer dans Power BI, il sait à quel moment il doit y aller. S'il traite d'autres sujets. Et le sujet, tu as raison de l'évoquer, le sujet revient tellement fréquemment qu'on va faire une vidéo spéciale sur le sujet avec des experts Power BI pour expliquer les principales différences entre Power BI et Fintesis et dans quel cas choisir l'un ou l'autre. Ok, écoute,
tu m'enverras et je recommuniquerai dessus parce que ça me tient vraiment à cœur, quoi. Toujours dans une logique de proposition de valeur. Ça sert à rien de donner une Ferrari à quelqu'un qui déjà doit apprendre à conduire avec une voiture dont on peut se déplacer sur toutes les routes de France et de Navarre. Et ça me semble super important, d'autant plus que quand je parle de quelqu'un qui doit apprendre à conduire, je parle aussi bien, et ça emmène sur les business models, de l'entrepreneur, du client, de l'organisation, parce qu'il y a aussi des associations qui peuvent avoir accès à toutes ces données, et aussi des équipes au sein du cabinet qui doivent apprendre à gérer les outils. Et tu le disais en tout début, c'est que si tu mets un Power BI, t'as quelqu'un qui doit être expert de Power BI en interne, et que le jour où il est pas là, ou si pour X ou Y raison il est pas disponible, la machine s'arrête, quoi. Ça. En interne ou en externe. En interne, tu dépends de quelqu'un, et puis en externe, ça peut être un coût assez conséquent. Ouais, ok. Merci pour cet éclaircissement. J'y vois beaucoup plus clair. Je pense que je vais couper cet extrait et que je ressortirai à chaque fois qu'on me dira je vais me lancer dans une formation Power BI. Impec. Écoute, ça m'emmène sur un sujet qui est très lié à toute cette data, qui est qu'aujourd'hui, en tant que client, on vient chercher la donnée en temps réel. Et que un outil comme Fintesis me donne accès à mes reportings sur la base des données qui sont saisies dans l'outil, qui sont enregistrées dans l'outil comptable. Je te vois cligner des yeux. Comment ça se passe, tu vois, par rapport à cette donnée en temps réel? Comment tu vois le changement au niveau des cabinets et des clients? Ouais, alors donc justement, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui fait que Fintesis a eu cette traction alors qu'il y avait le sujet depuis plusieurs années. Je pense que c'est beaucoup dû au fait que les outils comptables nous donnent accès à cette donnée en temps réel. Maintenant, avec les nouveaux systèmes d'API, en effet, la donnée est déversée en permanence sur l'outil comptable et traitée quasiment automatiquement. Et nous, on va pouvoir venir se connecter à l'outil comptable qui aura un peu fait le sale travail pour nous, et récupérer cette donnée qui est entre guillemets raffinée et l'utiliser pour nos analyses. Et donc au départ, quand on s'est lancé, c'était j'importe des fakes. Donc si tu importes des fakes, tu dois l'exporter au préalable de ton outil, tu l'importes, donc tu as un petit décalage de quelques minutes. Et maintenant, par API, donc tu as la connexion directe, ce qui fait que voilà, dès que la donnée est mise à jour sur ton outil comptable, tu peux la récupérer sur Fintesis et avoir tes analyses. Et c'est ce qui fait que maintenant, tu n'as plus besoin d'attendre normalement avril ou mai pour proposer des analyses à ton client, lui annoncer s'il est rentable ou pas et lui faire des préconisations sur sa stratégie. Alors oui, je vais être chafouin, tu vois, je vais venir gratter un peu. Sur le papier, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que en tant qu'utilisateur de X ou Y outils de pré-compta, je branche tous mes flux, ils sont interconnectés en direct. J'ai une facture qui arrive par mail, elle est envoyée sur ça. Si en plus je te rajoute un Conto ou un Shine, tout va encore plus vite en termes de démat. Donc tous mes flux sont tracés. En théorie, je suis censé avoir ma compta, mes données comptables à jour en temps réel. Dans les faits, il y a quand même un moment où le cabinet doit repasser dessus, ne serait-ce que si on parle de data validation, data control, donc il doit repasser dessus, il va faire la TVA, ce qui fait que la réalité, c'est qu'il me fait pas ma TVA en J+1, quand bien même je mettrai tous les éléments, parce que pour plein de raisons, aujourd'hui les cabinets ne peuvent pas le faire, etc. Pourtant, si j'ai accès à un Fintesis, je vais moi en tant que client me connecter sur Fintesis et voir que c'est pas forcément à jour. Alors, justement, tu as des manières de contourner ça, parce qu'en effet, c'est les problématiques rencontrées en cabinet. Et tu peux dire, par exemple, donc en effet, les analyses sur Fintesis, c'est principalement au mois le mois. On va pas faire des analyses au jour le jour ou à la semaine. Ces analyses-là, ils les ont sur leur outil comptable, les factures restant à payer, le solde de trésorerie. Donc nous, c'est des analyses au mois le mois. Et tu peux figer l'import des données à une date précise et dire, je m'arrête à la fin du mois et à la fin du mois suivant, par exemple le 27 ou le 28, je mets à jour automatiquement mon projet. C'est seulement à ce moment-là que je vais récupérer les données. Et ça m'évite d'afficher aux clients des données qui sont inexactes. Donc tu as cette première manière de faire. Deuxième manière de faire, tu as la possibilité de filtrer les informations que tu restitues aux clients, en disant par exemple mes stocks ils sont pas justes. Donc en fait à mon client je vais lui mettre à jour son tableau de bord et son reporting au jour le jour, mais par contre je vais lui montrer que sa ligne chiffre d'affaires, sa ligne trésorerie et les lignes qui me semblent pertinentes. Et tu as une troisième méthode pour le contourner, c'est que tu peux aussi passer des écritures de manière ad hoc sur Fintesis.
en disant oui, mes stocks ne sont pas passés en compta. Si je prends une règle, voilà, je peux recalculer ma marge directement sur Fintesis et lorsque ce sera à jour, et ben là, je le mettrai à partir de l'outil comptable. Donc en effet, on a certaines méthodes qui permettent de contourner ce problème. Ok, donc faut bien dans ce cas-là cadrer l'histoire avec le client. Toujours pareil, moi ce que je veux c'est éviter l'effet déceptif du tiens je te mets un outil, tu vas enfin lever le voile sur tes chiffres et on va faire parler tout ça, il va se connecter et puis il va voir qu'en fait c'est pas à jour ou alors les données ne sont pas bonnes parce que ça n'a pas été repassé en compta et que parfois les outils même si on pré-mâche l'histoire, il y a toujours un petit bug. Ok, donc en fait tu peux cadrer dans la communication avec ton client de dire attends, ce sera mis à jour, je m'y engage, mettons la TVA elle est 21, donc ça veut dire qu'on est repassé dessus nickel le 22 du mois, tous les 22 du mois ta compta au plus tard, ton analyse en tout cas dans Fintesis, elle est à jour. Et puis si dessus il y a des OD ou des équivalents d'OD, on peut venir les mettre dedans pour venir les paramétrer en direct, quoi. Exactement. Okay. Et tu peux aussi rajouter des blocs de texte ou des commentaires ou des avertissements pour dire attention, je vous le mets à jour en temps réel, mais par contre ne tenez compte des analyses sur ce mois-là, voilà, qu'à partir de telle date. Donc c'est collaboratif et tu peux aussi communiquer avec ton client, justement, c'est tout le but de l'accompagner sur la lecture des chiffres. Tu peux venir commenter en fait dans l'outil pour qu'il y ait accès, quoi. En Exactement. plus de ce que l'IA va venir lui commenter. C'est ça. Tu peux apporter. Et justement, c'est tout le but. On pense pas que l'IA va venir remplacer les commentaires des experts comptables. Et donc, ça te pré-génère justement des explications textuelles assez simples. Mais bien sûr, tu peux rajouter tous les éléments que tu veux. Ouais, de toute façon, je pense qu'on est dans un sujet où on va de plus en plus vers l'humain à l'humain. C'est-à-dire que tu vas choisir ton partenaire expert comptable, ton partenaire cabinet, parce que t'as quelqu'un en face de toi qui va comprendre ton activité, ton business model, tes objectifs, plus que par quelqu'un qui va te dire oui, t'as tel % de BE, tu peux faire ça, réduis ta masse salariale, ça va augmenter. Bah ouais, merci ChatGPT, jusque là tout le monde est capable de le faire. Par contre, quelqu'un qui va comprendre la granularité de la formation, du secteur économique et des besoins aussi du dirigeant, bah là ça va être de l'humain à l'humain, quoi. Donc c'est ça. Sinon on va se renvoyer au PDF qu'on envoyait au tout début. C'est ça. Et on revient en effet à cet aspect vraiment de changement dans l'approche. Et c'est vrai qu'il y a les cabinets qui veulent seulement mettre à disposition des chiffres sans passer du temps avec le client. Et ben, je pense pas que ça va marcher et que c'est un vrai changement de mindset et de business model. Et nous, on leur recommande plutôt de dire à leurs clients tous les mois, je vous mets à jour ces analyses et puis on prend du temps ensemble pour les expliquer, pour se poser, pour en discuter. Et en fait, c'est du temps homme qui est refacturé et c'est cette valeur-là qui est apportée au client plutôt que juste la mise à disposition du tableau de bord. Mais ça, c'est un vrai changement d'approche. C'est pas simple à faire. Et justement, là en 2024, on leur apporte au cabinet des éléments de communication sur un peu des méthodes sur la base des cas d'usage et des cabinets qui l'ont bien implémenté sur l'approche en termes de business model. Et ce qu'on voit qu'il y a un peu deux approches. Il y a des cabinets qui vont prendre tous leurs clients et segmenter, en fait cibler certains clients en se disant j'ai 200 clients, sur ces 200 clients j'en ai 50 que ça peut intéresser et donc je vais leur pousser une offre en leur proposant un accompagnement sur mesure. Et il y en a d'autres qui vont faire une approche plutôt freemium en disant j'ai 200 cabinets, j'ai 200 clients, je vais proposer la connexion outil compta Fintesis à tous mes clients et avec une offre qui est restreinte en donnant accès qu'à un certain nombre d'onglets. Et pour ceux que ça intéresse, je le conserve. Ceux que ça intéresse pas, je l'enlève. Et ceux qui veulent aller plus loin, justement, je leur explique tout ce que je peux faire. Que pour l'instant, je leur mets à jour juste leur tableau de bord, mais qu'on peut faire des budgets, des reporting, de la consolidation, de l'analytique, etc. Et donc, je me sers de ce freemium pour les accompagner sur des missions plus avancées. Ok. Tu ouvres la porte. La porte du business model, ça me va très bien. C'est quoi les meilleurs cas d'usage que tu as vu aujourd'hui sur les... Alors déjà, pour avoir un peu de contexte, donc tu as 300 cabinets, vous avez implémenté chez 300 cabinets, c'est quoi à peu près les tailles des cabinets Il y a de tout. Ok, donc tu as toute taille, donc tu as un panel représentatif aujourd'hui du marché. C'est ça. On a un expert comptable CGEC qui vient de se lancer, qui a un client.
et on a des cabinets du top 10 en France. Ok, parfait. Comme ça, on va avoir vraiment la vision globale. C'est quoi aujourd'hui les meilleurs cas pratiques que tu as pu voir en termes d'implémentation de Fintesis, mais encore une fois, je le pense business model global, désolé, dans les cabinets d'un outil comme le tien? Ouais. Alors, donc encore une fois, je pense que les cabinets où ça a le mieux marché, c'est ceux où il y avait une vraie conduite du changement et des vrais process de mise en place. Et donc ça se décline en plusieurs étapes. Déjà, c'est des cabinets qui ont acté le fait qu'ils allaient changer d'approche. Donc, parfois, il y a des cabinets qui nous contactent en disant « je veux utiliser Fintesis pour la restitution des bilans en mai. » Et juste pour ça. Et donc, on leur explique que c'est pas ce pourquoi la plateforme a été conçue. Justement, vous allez pouvoir connecter la plateforme à votre outil comptable, avoir de la donnée en quasi temps réel, et donc c'est plus approprié à du reporting que à de la restitution bilan. Et restitution bilan, on est encore dans l'ancien modèle. Donc déjà, je pense première étape, c'est de se dire ok, on veut évoluer vers un modèle où on va changer l'accompagnement des clients. Ensuite, ça se fait pas naturellement. Donc, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit propriétaire du projet et donc qui va suivre ça avec des objectifs de mise en place. C'est donc en effet, on fait une période pilote avec un certain nombre de projets qu'on va présenter aux clients. On recueille leur retour et en fonction de ça, on fait des points d'étape réguliers avec l'équipe Fintesis pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ensuite, tu as tout un plan de déploiement. Tu vois, il y en a qui ont réussi à implémenter ça sur plusieurs milliers de dossiers. Et donc là, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un en charge qui ouvre toutes les organisations, tous les accès. Il y a un plan de communication à avoir auprès des clients en disant, bah voilà, à partir de telle date, on a une nouvelle forme d'accompagnement. Par défaut, on vous met à disposition toutes ces analyses. Si vous voulez aller plus loin, voilà comment ça fonctionne. Et donc voilà, il y a vraiment un chef de projet qui est responsable de ça, du déploiement. Et ensuite, il y a l'offre. C'est le dernier point, l'offre commerciale, comment on price ça auprès du client. Et donc là, en effet, c'est les deux approches que j'évoquais, soit le ciblage, soit le freemium. Et nous, ce qu'on constate, c'est que le freemium fonctionne le mieux. C'est de mettre à disposition à tous les clients une version basique et ensuite de communiquer sur toutes les possibilités. Et puis sur les clients qui veulent aller plus loin, en fonction du temps que ça demande pour préparer les analyses, et ben d'avoir des prestations un peu sur mesure. Et d'ailleurs, nous, on propose des grilles tarifaires que les cabinets peuvent utiliser et qui peuvent communiquer auprès de leurs clients en disant la version de base, c'est gratuit ou c'est 5 € par mois. Et si vous voulez faire des indicateurs spécifiques, des budgets, un accompagnement beaucoup plus régulier, eh ben, t'as une grille tarifaire qui est progressive. C'est quoi à peu près la grille pour avoir une idée? Alors ça, c'est très variable d'un cabinet à l'autre en fonction des missions. Et ça va vraiment dépendre du temps homme qui est passé sur la mission et de la nature de la mission. Tu vois, nous, on a des cabinets qui travaillent sur des consolidés pour des clients. Donc ça a beaucoup de valeur pour les clients. Un client, je sais pas, qui a 10 sociétés, qui va avoir son compte de résultats combiné, son bilan combiné pour savoir où la trésor, son flux de trésorerie combiné. Ça a énormément de valeur pour le client. C'est une énorme opportunité pour l'expert comptable pour fournir du conseil et des explications. Ouais, et malgré tout, sur Fintesis, ça prend très peu de temps à faire. Mais ça, le client, il n'est pas censé le savoir. Et de toute manière, c'est pas l'outil que tu vas refacturer. C'est toutes les explications que tu vas pouvoir proposer sur la base de cette matière première. Et donc, voilà, des missions comme ça, ça dépend vraiment des cabinets, mais ça peut monter assez haut. Parce que toi, en gros, tu leur donnes l'équivalent d'une matrice prix public. Voilà, si tu veux avoir une idée pour te rattacher, tu peux faire tel type de mission, tel type de mission, tel type de mission. Voilà les prix qu'on recommande. Et puis après, à toi de voir. Alors, au début, on donnait des prix. Et puis au bout d'un moment, on s'est aperçu que c'était tellement variable qu'au final, il n'y avait pas trop d'intérêt à donner des prix. Donc on donne juste un peu les différentes étapes, enfin les différentes grilles qu'ils peuvent proposer à leurs clients. Et après, libre à eux de faire du cas par cas et de définir les tarifs. Donc le freemium, c'est je suis un cabinet, je prends Fintesis, je le déploie sur tous mes clients et il a accès à quoi, mon client? Il a accès à trois camemberts, ton chiffre d'affaires, trucs comme ça? Alors un peu plus. Il a en fait, tu peux lui brancher donc il a accès à des graphiques sur son chiffre d'affaires, l'évolution de sa trésor, ses principaux indicateurs clés, l'évolution de son BFR, s'il a des problématiques, sa saisonnalité, sa structure financière. Ah ouais, quand même.
Ouais. Ça, c'est en free. Ouais, ça c'est automatiquement. C'est du pré-paramétré. Et en plus, il a son compte de résultat, son bilan, son flux de trésorerie sur autant d'années qu'il veut. Donc tu vois, tu peux lui charger 5 ans, 10 ans. Et du coup, lui, s'il veut y retourner et savoir quel chiffre d'affaires il avait fait sur le premier trimestre 2019, eh ben, il peut y retourner. Et donc, il y a toute cette base-là avec ses exercices historiques, ses graphes, ses visuels. Tout ça, c'est par défaut. Et ça, tu peux automatiser la mise à jour et lui dire, ben, t'as juste ça et tous les mois, ça s'actualise automatiquement avec la comptabilité. L'expert comptable ne touche à rien et voilà, s'il veut, il peut faire un petit peu de conseils sur cette base, mais c'est vraiment la version simple. Et ensuite, bah, tu peux pousser la personnalisation plus loin. Donc, comme je te disais, tu peux revoir la catégorisation, donc les comptes comptables que tu réaffectes différemment. Par exemple, s'il a différentes typologies de chiffre d'affaires, s'il a des postes de coûts qui sont plus importants, s'il a des indicateurs très spécifiques qu'il veut suivre, s'il veut ajouter de la donnée externe, par exemple des volumes, des effectifs, et qu'il veut suivre des ratios qui croisent données comptables et extra-comptables. S'il a de l'analytique qu'il veut analyser, s'il a du consolidé. Et toutes ces tâches-là, tu peux les proposer en supplément. Mais à partir du moment où ça nécessite de la manipulation de la part de l'expert comptable et que ça va nécessiter aussi des explications, bah c'est à ce moment-là que ça peut être facturé, je pense. Ok, d'accord. Et du coup, très clair pour savoir comment, avec les 4 étapes que t'as définies, comment tu mets en place cette démarche, avec, je retiens quand même puisqu'on parle de changement de modèle économique, un vrai changement d'état d'esprit, hein, c'est pas la même chose, parce que sinon, en gros, pour présenter un bilan, bah, disons-le, t'as bilan imagé qui tourne depuis toujours et qui a toujours fait le taf, hein, pour l'avoir utilisé il y a 10 ans en cabinet, ça marchait déjà très bien avec un PowerPoint qui affichait les chiffres. Même si je précise, tu peux présenter les bilans sur Finthesis, oui, mais c'est pas l'usage principal. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je veux en parler, parce que c'est le changement d'état d'esprit. Présenter un bilan, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu le présentes au mois de, allez, pour les plus rapides, février, mais dans les faits, c'est souvent à partir d'avril ou mai. Donc tu présentes des chiffres qui ont déjà 5 mois. Perso sur ma boîte n'est plus du tout la même en mai qu'elle ne l'était en décembre pour l'instant. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir ce rendez-vous, mais en réalité, c'est pas ce qui m'intéresse de la part de mon expert comptable. Donc on a compris les quatre étapes. Les cas pratiques, donc tu segmentes ta base de données clients, tu identifies les clients potentiels à qui tu pourrais venir proposer l'outil pour faire de l'accompagnement qu'on va venir juste après, ou alors tu dis je déploie sur tout le monde, je fais goûter à tout le monde pour leur lever le voile sur ça, et après on voit qui veut les prestats complémentaires. Exactement. Et surtout dans l'approche commerciale, tu vois, si tu cibles et que tu vas dire à des clients, je vous propose ce service en plus pour X euros par mois, le client est toujours un petit peu méfiant d'avoir un service en plus. Alors que si tu fais du freemium en disant juste, bah voilà, ça c'est notre nouvelle approche à partir de maintenant. Si vous aimez, on le garde. Si vous voulez aller plus loin, on peut le faire. Si vous voulez qu'on coupe, on coupe. Mais du coup, c'est beaucoup plus, en termes d'approche client, beaucoup plus facile. Et t'as un sentiment de satisfaction qui est immédiat. Ok. Et alors, c'est quoi les services que tu vois du coup apparaître une fois que les clients ont dit oui sur la base du premium, mais même s'ils ont ciblé, tiens, je suis curieux de savoir s'ils ont ciblé qui lance l'offre. C'est quoi les noms, c'est quoi un peu les budgets, comment ça se fait et qui les fait au sein du cabinet? Et ben après, en effet, généralement, je vois les missions qui marchent le mieux, c'est donc reporting, c'est-à-dire comparatif entre budget réalisé N-1. Et tu as la partie consolidation aussi qui fonctionne très bien lorsque tu as plusieurs entités pour suivre au moins le mois. Et après, généralement, comment ça se matérialise? Eh ben, tu as un rendez-vous tous les mois entre l'expert comptable et son client. Tu discutes sur la base du comparatif entre réel, budget, pourquoi on est dans les clous ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, est-ce que on revoit le budget sur la base de nouvelles hypothèses? Il faut quasiment toujours le revoir sur la base de nouvelles hypothèses parce que rien ne se passe comme prévu. Donc voilà, tu peux mettre à jour, tu peux faire des atterrissages aussi tous les mois en disant voilà où on est aujourd'hui. Si on colle les derniers mois de budget, du budget initial ou du budget actualisé, voilà où est-ce qu'on arrive. Et tu vas pouvoir aussi faire des prévisions de trésorerie en disant là tu as des prévisions d'activité en termes de trésorerie. Alors
Je précise, on n'est pas un outil de prévision de trésorerie basé sur les flux bancaires qui sont plus adaptés sur des prévisions court terme. Nous, ça va plutôt permettre, sur la base de prévisions d'activité moyen terme et long terme, d'avoir des prévisions de trésorerie qui découlent en fait de tes flux d'exploitation. Sans rentrer trop dans le technique, tu vas pouvoir projeter un EBITDA prévisionnel ou un EBE prévisionnel et tu vas rajouter des éléments de trésorerie comme ta variation de BFR, tes investissements, tes financements, mais tu vas raisonner plutôt de manière macro et ça va permettre d'avoir une tendance en termes de trésorerie. Et tous ces sujets-là, tu peux les évoquer avec ton client et je pense que c'est des sujets qui l'aident beaucoup. Et après, voilà, sur la consolidation, c'est surtout des sujets de où se situe la trésorerie, quelles sont mes entités qui sont rentables, est-ce que je vais avoir des problématiques fiscales, est-ce que il y a des si je veux acquérir de nouvelles sociétés, je peux aussi faire des simulations et des business plans en les intégrant au groupe, et donc quels vont être les impacts, et donc c'est de toutes ces discussions dont les experts comptables peuvent parler avec leurs clients. On est au moment où on enregistre le 6 mars. Tu me dis de voir mon client tous les mois. Mais qu'est-ce que je fais ? Comment je fais, mon Dieu, Thomas ? Comment c'est possible ? Blague à part, est-ce que dans les cas d'usage que tu vois, ils arrivent vraiment à les voir tous les mois ? Est-ce que comment ça se passe ? Là, je prends l'exemple, tu vois, où il y a des grosses problématiques, tu vois, des groupes où il y a vraiment un intérêt de voir le client tous les mois. Bien sûr, je parle de mois, mais ça s'applique au trimestre ou au semestre. Et il y en a beaucoup, justement, qui mettent la vision au mois le mois sur Fintesis et qui disent on se parle par contre au trimestre ou au semestre. Et en effet, ça n'a pas forcément d'intérêt. Faut juger en fonction de la taille du client, de ses problématiques. Si c'est un client qui va acquérir une nouvelle société tous les mois, qui veut voir son impact, oui, ça peut avoir un intérêt. Si c'est un client où il se passe pas grand-chose dans l'activité, si c'est pour lui redire la même chose que le mois d'avant, il n'y a pas forcément de sujet. Et donc, il y a en effet cet enjeu d'estimer à quelle fréquence le client pourrait avoir besoin d'être accompagné. Et tu vois des cabinets qui créent des offres autour de ça. Comment ça s'intègre ? Ouais, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de cabinets qui communiquent avec leurs clients. Donc, on a fourni là en début d'année un peu des éléments de communication vis-à-vis du client, notamment avec cette grille. Et justement, pour ceux qui proposent du freemium, d'abord, ils envoient un mail en disant à partir de maintenant, vous avez accès à vos chiffres en ligne. Donc, le client reçoit juste un lien. Et il se connecte, il voit tous ses graphes, ses tableaux. Donc souvent il y a un gros effet waouh dès le départ. Et dans le mail c'est aussi écrit voilà, si vous voulez aller plus loin. Ou alors ça se fait lors de la première réunion en disant vous aimez bien ça, sachez qu'on peut faire plein de choses maintenant, comme on a de l'info en quasi temps réel, on peut vous produire d'autres analyses. Et généralement c'est comme ça que ça se fait. Ok, d'accord, c'est comme ça que ça se goûte. Et parce que tu vois, moi je suis très, je voulais en parler parce que ça colle dans le business model. Moi je suis très amateur de l'offre à 3 niveaux dans les cabinets d'expertise comptable, dans les boîtes de services au sens large. Je trouve que c'est très cohérent et potentiellement du coup Fintesis peut s'intégrer aux 3 niveaux, mais avec des rythmes de périodicité. Et je trouve super intéressant. Alors je te donne un retour d'expérience comme ça, mais tu vois, il y a ce truc où en effet quand tu passes sur Fintesis, t'as ce côté ok, option 1, je veux pas vraiment de conseils de mon expert comptable, et dans ce cas-là, lève-moi le voile, je vois 2-3 graphes, la réalité, et tiens, je te pose la question juste après, alors je vais me perdre dans mes questions, je me connais. La réalité, c'est qu'en fait, t'es content, puis après, tu l'utilises pas, tu y vas une fois, et t'as le taux d'usage, tu sais, est-ce que les gens y retournent souvent sur l'app, tout seul? Alors, généralement, les projets sont utilisés parce que lorsque les projets sont pas utilisés, en fait, généralement, les experts comptables coupent l'accès. Après, non, on n'a pas la stat du nombre de fois où ils se connectent dans un mois. Mais voilà, on sait que généralement, à la fin du mois, les clients aiment bien retourner voir leurs chiffres. On n'a pas de stat précis là-dessus. Ok. Ça serait intéressant. On reviendra sur ça à l'occasion. Et du coup, je te finis le cas d'usage. Tu vois, c'est que donc là, ok, t'es niveau 0. Tu me montres une fois, j'y vais, c'est sympa au dîner avec mes potes, je leur montre et puis voilà. Mais ça s'arrête un peu là et c'est sympa, mais c'est un peu déceptif. Et puis après, t'arrives sur les offres intermédiaires et quasi copilotes, bras droit, on les appelle comme on veut. Où là,
immédiatement, tu vois, plutôt que d'avoir ce truc de mois le mois ou de dire tiens, je vais passer du temps à setup, de dire ok, voilà ce qui va se passer à partir de l'offre du milieu. Vous avez besoin d'un prévisionnel parce que par rapport à vos objectifs, il est indispensable que chaque année, au mois de, alors moi j'aime bien le faire sur une clôture 31/12 entre septembre et décembre pour deux raisons. D'une part parce que ça veut dire que ma compta elle est à jour nickel et du coup je vais pouvoir faire un atterrissage mine de rien de la fin de l'année et par rapport aux objectifs de l'année suivante, ça me permet de savoir est-ce que je vais recruter plus tôt, comment je vais m'organiser, est-ce que je dois faire des investissements, je les priorise, est-ce que je dois aller chercher des financements. Et d'autre part, c'est le meilleur moment pour lui ou son équipe, parce que tu vois, c'est là où c'est important aussi que toute l'équipe puisse prendre la main sur cet outil, sinon t'es dans le goulot d'étranglement de l'expert comptable et ça devient terrible. Tiens, ok, viens, on va faire ton prévis et après, et c'est là où j'arrive sur le et après, en fait dans les faits, on le fait une fois, mais dans les faits, qui va suivre la mise à jour, qui va prendre son téléphone, parce qu'en fait, dans le business model d'un cabinet, et c'est là où j'arrive sur l'IA, etc., si j'ai pas quelqu'un qui m'appelle pour me dire, tiens, au fait, comment ça va, parce que avant qu'on lance le bouton rec du truc, on dit qu'en fait, entrepreneur, tu restes seul, mine de rien, etc., c'est important de pouvoir venir utiliser des outils comme Vintesis pour ne serait-ce qu'avoir une bonne raison de décrocher son téléphone en tant que cabinet d'expertise comptable, en tant que collaborateur, en tant que expert comptable, pour juste demander à ton client, au fait, comment ça va, allume ton Vintesis, les données elles sont à jour, viens, on prend 10 minutes pour le faire. Alors ça pourrait être dans l'offre ultra premium, parce que tu vois, je suis pas encore dans l'analyse, je veux juste en fait qu'on appelle et qu'on dise comment ça va, parce qu'en fait dans le mois ou dans les 3 mois ou dans le semestre c'est un peu long en vérité, mais après ça dépend des objectifs, faut le voir en fonction de cas par cas. Mais si c'est dans l'offre intermédiaire, juste un petit tips aussi qui serait potentiellement faisable sans pour autant juste laisser l'accès et sans pour autant juste dire tiens, au fait, tes données elles sont à jour, c'est juste de faire un petit loom, donc une courte vidéo de présentation de au fait tes chiffres, il s'est passé ça par rapport à ce qu'on s'était dit le mois précédent, tiens, t'es bien, t'es dans ton trend, continue comme ça, ou alors attention, t'as trop de charges, fais gaffe parce que dans le secteur on a vu que les coûts d'achat ils avaient augmenté, comment ça se passe, bon voilà, tu peux me répondre à ce mail. C'est tout quoi, de l'humain, bon Dieu, de l'humain. Exactement. C'est tout l'intérêt, même si c'est vrai que la difficulté de ça, si c'est juste en effet pour répondre aux appels, c'est que ce qui nous est remonté, c'est qu'il y a la difficulté après de le facturer au client, parce que le client croit souvent que c'est intégré dans l'offre globale, il y a la tenue comptable et puis il y a le conseil qui va avec, d'où l'intérêt en effet de le cadrer un petit peu avec le client au préalable. Alors je sais pas si c'est en fonction d'un nombre d'appels ou c'est une réunion qu'on se dit voilà, tous les mois à telle date on prend le temps, mais voilà, d'où l'intérêt de repenser les offres. Aujourd'hui dans nos vies on fonctionne tous par abonnement, que tu partes à l'étranger avec ton téléphone, tu vas pas te dire j'ai 30 minutes d'appel à l'étranger, c'est plus possible, mais c'est pour ça qu'en fait le business model des cabinets évolue et que des outils comme le tien viennent transformer tout ça, et qu'il faut absolument mettre en place une expérience client, faut absolument segmenter son cabinet, faut absolument repenser ses offres, parce qu'une fois que la compta, comme aujourd'hui elle est faite sur un cabinet d'expertise comptable, sur une lettre de mission traditionnelle, allez bam, mise à jour tenue, parce qu'il y a encore des lettres de mission, il y a marqué tenue, alors là, celle-là elle va être terrible, présentation des comptes annuels, etc. Et oui, le conseil il est d'office, parce qu'en fait on tartinait tellement que au final on pouvait bien décrocher quand il appelait 3 fois pour poser les mêmes questions. Non mais ça c'est d'où l'importance, c'est pour ça que je voulais aborder le sujet de l'option des offres à trois niveaux, et puis j'en avais parlé dans un podcast avec Ryan Lazanis à écouter au début, et puis après si c'est un sujet qui vous intéresse dites-le moi, mais parce que évidemment, tu as cette périodicité de revue avec le client qui doit être importante en fonction de ses objectifs. Est-ce que c'est au mois, au trimestre, au semestre? Évidemment, ça va changer dans le budget, mais à mon sens, la proposition de valeur, elle est pas sur le fait de combien il peut m'appeler ou pas, parce qu'en fait, dans les faits au cabinet, personne va suivre le nombre d'appels, le nombre de tickets. Ce serait monter une usine à gaz. Et pourtant, c'est encore aujourd'hui comme ça, on va dire non mais t'as le droit de m'appeler 3 fois, etc. Mais le client, si t'es son partenaire. La différence entre un expert comptable et un avocat, c'est que l'expert comptable, il lance pas le compteur, c'est le partenaire, il est là. Et c'est ça c'est ce côté rassurant. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on arrive à creuser. On fera peut-être un autre épisode dédié aux offres, tu vois, qu'on arrive à transformer ces offres de cabinet pour intégrer des outils comme le tien, pour y mettre de la relation client, au sens relation client
expérience client, quoi. Ouais, je t'appelle pour savoir comment tu vas. Tu m'as pas appelé pendant 1 mois, 2 mois, parce que je sais que t'es dans ton jus. Eh ben, je te surprends, je t'appelle. J'ai regardé tes chiffres sur Fintesis. Eh ben, c'est plutôt bien. Ou alors non, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est un peu moins bien par rapport au prévis qu'on s'était mis dans l'année? Parce que le but d'une entreprise, ça reste de faire du bénéfice à la fin, sinon elle est banqueroute et les capitaux propres négatifs et tout ce qui s'ensuit. Et puis parfois des projets de vie qui s'effondrent. Et ben, du coup, voilà, un peu de temps, un peu d'énergie et de la visualisation. Bon Dieu, c'est ça qui change tout par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est la capacité d'avoir de la donnée en temps réel pour pouvoir voir tout ça. Je me suis emballé, je me suis embarqué. Voilà, désolé. Mais c'est le vrai sujet. Et en effet, je pense que ce serait intéressant de faire témoigner plein de cabinets qui l'ont mis en place et de savoir comment ils ont structuré leur offre. Mais j'ai l'impression que ce qui fonctionne bien aussi, c'est les forfaits, en disant aux clients, en effet, on vous met ça en ligne. Et on en discute un peu quand vous voulez. Et le package global, ça vous coûte tant par mois. Et il y a beaucoup de clients qui sont OK avec ça. Bah ouais. Mais c'est cadré. Et puis après, tu viens. Bon, enfin voilà. Donc on creuse un peu ces histoires de forfait, on l'intègre et avec plus de visualisation et plus d'échanges. On y met plus d'humain, quoi. On profite pas d'un outil pour le rajouter sur une étagère et puis on roule. Ok, bon désolé à tous pour cet emballement, il y a tellement de choses en ce moment que j'ai vraiment envie d'insister dessus et j'espère que j'ai pas été trop lourd. C'est un sujet fondamental pour les prochaines années dans le domaine. Bah non, mais attends, tu te rends compte tout ce qui est en train de se transformer dans vrai enjeu. Mais le vrai enjeu, tu vois là au moment où on enregistre, il y a pas mal de débats sur les coûts informatiques qui sont en train d'augmenter, etc. Enfin l'enjeu, il est que si tu changes pas ton business model aujourd'hui, si tu mets pas plus d'humains dans tout ça, dans 5 ans, ça va être chaud, quoi. Parce qu'en fait, il y a 2 stratégies face justement à l'automatisation de la comptabilité. Donc les cabinets, donc ça va libérer du temps. Et il y a en effet les 2 approches. Il y a ceux qui vont multiplier les missions de tenue pour se dire, j'ai du temps, génial, je peux en faire beaucoup plus. Jusqu'au moment où en fait ce sera totalement automatisé et du coup tu fais quoi quand tu t'es pas adapté, et les autres justement qui profitent de ce temps libéré pour se dire je vais m'orienter vers autre chose, je vais tester une nouvelle approche, et notamment avec ces missions de conseil, d'accompagnement au pilotage. Et juste aussi un autre cas de figure qu'on a rencontré, c'est aussi des experts comptables qui travaillent vraiment en collaboration avec leurs clients en leur disant: je te mets en place Fintesis, je te fais un budget et je te donne la capacité, toi, de mettre à jour ton budget. Et donc, sur la base des nouvelles hypothèses que tu as, de l'alimenter, de faire plusieurs versions, de faire ton propre atterrissage, d'intégrer de la donnée extra-comptable. Et moi, je m'occupe de te préparer la donnée historique, je te la mets à jour régulièrement. Toi, tu t'occupes de faire ton budget, de regarder tes comparatifs, et on en parle quand tu veux. C'est exactement le cas d'usage que j'ai demandé à Bertrand. Tu vois, c'est exactement, c'est parce que c'est ça qui m'intéresse. Et quand on s'appelle, ok, t'en es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est passé ça? Oui, il y a eu tel contrat, tel truc qui s'est passé. Voilà, c'est exactement ça ce que j'attends. Pas t'as payé tant de montant de TVA, parce que si tu prends ton option 1, une ferme de production comptable, la ferme de production comptable dans 5 ans, et so what, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Soit tu vends les données de tes clients pour gagner de l'argent, soit je vois pas comment tu vas upseller ou cross-seller, donc vendre plus, regagner de la marge sur un client comme ça. Et je vois pas surtout comment les prix sont en train de se tirer vers le bas, comment on peut dégager un bénéfice suffisant pour pouvoir investir soit du temps, soit du temps à investir dans la formation, parce que tout ça nécessite quand même une formation des équipes pour avoir un peu plus de hauteur, etc. Soit dans du recrutement, soit dans d'autres outils, etc., etc. Donc, et justement, tu as 2 menaces. Si tu fais pas ça, tu as la menace vis-à-vis des clients qui se disent, en effet, je vois d'autres experts comptables qui le font, moi je vais me tourner vers un cabinet qui a une approche plus moderne. Et tu as la menace vis-à-vis des collaborateurs aussi, où on en parlait juste avant le podcast, où justement c'est de plus en plus difficile d'attirer des collaborateurs. Et là aussi, entre 2 cabinets, un qui a cette approche où justement tu passes plus de temps sur l'interprétation, l'analyse, l'accompagnement du client plutôt que sur la saisie comptable. Et donc, en effet, il faut être prêt par rapport à ces 2 menaces. Ouais, carrément, t'as bien fait de le soulever. Ouais. Ça a aussi un jeu sur la fidélisation et le recrutement, tout ça. Bon Dieu Thomas, 1 heure déjà qu'on discute. Dernière petite question, un peu comment, si tu avais des ressources un peu à nous partager, alors sur un peu soit le conseil, soit les cabinets, soit En termes de livres, tu veux dire? Ouais, livres, vidéos YouTube, podcast.
Ouais, bah écoute, moi j'écoute beaucoup de podcasts et notamment on a de la chance dans la profession d'avoir des podcasts comme le tien de valeur, donc c'est super intéressant et ça permet au cabinet justement de rester informé sur un peu tout ce qui se fait. Donc il y a ça et puis après ouais je lis aussi pas mal. Ouais, un des bouquins qui nous drive chez Finthesis, un bouquin assez connu dans l'écosystème startup, c'est Lean Startup de Eric Ries et en fait qui décrit donc ce système d'amélioration continue et j'aime bien son concept de ce qu'il appelle la feedback loop. En fait, c'est le principe de très rapidement déployer tu vois une fonctionnalité ou un produit, de très rapidement obtenir le feedback de ton client, donc de te confronter au feedback de ton client et ensuite de très rapidement implémenter ce qui te remonte comme piste d'amélioration. Et ensuite de très rapidement proposer une nouvelle version. Et donc ça, c'est la boucle, la feedback loop. Et dit que l'enjeu, c'est d'aller de plus en plus rapidement dans cette feedback loop. Et tu vois, au début, c'est très compliqué parce que quand tu te lances, quand t'as pas de client, ça peut durer plusieurs mois pour la boucler. Et plus ça va et plus ça s'améliore. Et donc, nous, on est toujours dans cette logique de dire faut qu'on déploie assez rapidement. Faut pas qu'on passe des heures et des heures à réfléchir. Et ce que je te dis, je pense que ça vaut pour nous, mais ça peut valoir aussi pour un cabinet d'expertise comptable, pour l'offre dont on a parlé. Donc, je pense qu'il faut toujours mieux mettre à l'essai quelque chose, même si c'est imparfait. Ensuite, obtenir les retours du client et ensuite améliorer et être dans cette amélioration continue. Et voilà, pour nous, ouais, c'est vachement important de suivre cette logique-là. Carrément. Donc je recommande vivement à tout le monde. Super ressource et en effet le feedback loop est vraiment un truc qu'on pourrait mettre en place, que certains cabinets pourraient mettre en place et notamment pour tester les offres. On l'a fait avec un cabinet. Ouais. Et en effet c'est super intéressant quoi parce que quand tu veux déployer ce type de nouvelles offres avec avec des outils comme Finthesis, c'est que tu as 300-400 clients, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu testes, sur qui tu testes, comment tu les packages, etc. Tu peux même tester sur une partie des clients, sûr, voir c'est comme si ça fonctionne, tester différentes approches. Exactement. Et même alors là pour le coup même chez nous chez Booster on se l'applique on se l'applique énormément. On vient de tester une nouvelle offre et on l'a limité tu vois à 5 clients et du coup voilà qu'est-ce que ça donne avec eux, viens on itère, quels sont tes retours, comment on peut améliorer, etc., plutôt que réfléchir toute l'année, attends bien comment on fait, on va le sortir puis au final tu le sors, personne le veut. Donc voilà, super conseil, super ressource. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Écoute, non, c'est bon. On a fait un bon tour. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est un épisode réussi pour toi? Bah écoute, j'espère que ça donnera des clés à des cabinets qui veulent faire évoluer leur offre. Et puis de toute manière, nous on est dans cette logique en se disant que en effet les plateformes de pilotage ça va être de plus en plus utilisé par les cabinets et que en fait on va co-construire la plateforme avec les cabinets utilisateurs. Et comme tu viens de le faire, comme on en a parlé précédemment, en fait ils nous diront faudrait sans doute améliorer telle ou telle chose, il y a telle mission qu'on va pouvoir proposer. Là tu vois récemment on a ajouté la possibilité d'importer les données sociales et on se rend compte que ça c'est une mission qu'ils arrivent assez facilement à proposer à leurs clients en fait l'analyse des données sociales pour les conseiller justement sur des embauches. Et donc voilà, on va conserver cette logique. Voilà, et j'espère que ça aura été utile. Bah écoute, impeccable. Thomas, où est-ce qu'on peut te joindre? Sur LinkedIn. Ouais, on met le lien en commentaire de l'épisode. Voilà. Et ben écoute, impeccable, et on mettra le lien de Finthesis aussi. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'être encore avec nous jusqu'à maintenant. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je suis ravi. J'ai appris plein de choses et comme à chaque fois, j'espère que ça va. Il suffit que ce soit utile à une personne pour qu'on soit heureux et j'espère que ça le sera. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la musique 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Quelque chose qui est gratuit et qui fait plaisir. Alors autant le faire. On va suivre Thomas sur les réseaux. On va suivre l'évolution de Finthesis parce qu'à mon avis, déjà la boîte est jeune et c'est le début de l'aventure, donc ça devrait être plutôt sympa. C'est à mon avis aussi un des éléments clés du changement de business model des cabinets, donc à suivre de très près. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.